Alors, aujourd'hui, le sujet, l'adoption CRM, le secret des projets HubSpot qui réussissent. On pourrait parler des CRM avec un grand C, un grand R et un grand M parce que ça concerne finalement tous ces logiciels et tous ces outils-là. Aujourd'hui, je suis en bonne compagnie. Je vais laisser vous présenter Julie et Anaëlle pour expliquer pourquoi je vous ai convié, je vous ai invité sur ce sujet-là. Je vais commencer. Donc, bonjour à tous, moi c'est Anaëlle. Je suis consultante CRM et RevOps chez Max Degré depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Et j'accompagne nos clients sur la mise en place de HubSpot au sein de leur entreprise. Donc, à la fois sur la partie stratégique, la partie opérationnelle, donc de A à Z. Et l'objectif, in fine, ce que j'ai peut-être beaucoup répété, moi j'aime bien construire des CRM, mais j'aime surtout qu'ils soient utilisés. Donc voilà, un petit peu pour moi. C'est quand même mieux, c'est bien résumé. Merci Anaëlle. Julie? Donc moi, c'est Julie. Je suis account manager corporate chez Make the Grade, que j'ai intégré en début d'année. Donc moi, je me charge d'accompagner nos grands comptes, donc de la relation client, du développement commercial et aussi de la gestion de projet de ces grands comptes chez Make the Grade pour assurer justement la satisfaction de nos clients principaux et leur rétention. Donc enchantée également. Ouais, très bien résumé aussi, merci Julie. Donc on a le pendant expérience client côté Julie et puis le pendant opérationnel, conseil technique, conseil IA aussi de plus en plus côté Anaëlle. Et me concernant, donc Simon Lagadec, je suis le cofondateur de Make the Grade. Donc au fur et à mesure de la croissance, j'ai occupé un petit peu tous les métiers. Donc je suis bien évidemment passé par le terrain aussi et j'ai accompagné quelques centaines d'équipes, de dirigeantes et de dirigeants sur HubSpot. Donc voilà, aujourd'hui, on est le trio qui allons vous accompagner sur ce sujet. Un petit mot sur Make the Grade. On se définit comme un cabinet de conseil expert en stratégie digitale, plutôt orienté dans l'accompagnement des entreprises B2B. Notre mission, c'est de les accompagner dans l'acquisition de nouveaux clients, mais aussi sur la fidélisation des clients et le développement des revenus sur le business existant à travers 3 grandes expertises. Du web design, c'est-à-dire qu'on réfléchit, on conçoit des sites internet de conversion. Pour nous, ça doit être le premier apporteur d'affaires de votre entreprise. Des campagnes d'acquisition marketing, on va attirer sur ces supports de conversion des femmes et des hommes avec qui vous voulez, vous pouvez travailler. On va les activer pour les transformer en contact. On va leur pousser du contenu éducatif afin de les rendre acheteurs de vos solutions. Et enfin, ça va être le sujet du jour, on a un métier très axé sur la donnée, sur l'intelligence artificielle, qui consiste en l'implémentation de CRM. Et on est connu notamment par rapport à notre partenariat avec la suite HubSpot. Ça fait plus de 8 ans que l'on fait ça. Et on vient nous chercher dans une partie de l'Europe pour intégrer cette solution, former les équipes et en adopter les bons usages. Voilà, on est une quarantaine d'experts aujourd'hui basés à Rennes principalement. Le sommaire qui nous attend, on va déjà parler et introduire le sujet de l'adoption et expliquer pourquoi un CRM en tant qu'outil tout seul de manière isolée, ça ne suffit pas aujourd'hui pour pouvoir développer votre patrimoine de la donnée et vos revenus. On ira s'intéresser en partant de cette base-là aux 5 piliers que vous pouvez exploiter pour soigner, orienter et influer la bonne conduite du changement des projets CRM chez vous pour que la technologie soit bien adoptée. On vous a préparé une ressource avec laquelle vous partirez cadeau, qui est une checklist des erreurs à éviter lors d'une migration CRM. Et vous allez voir qu'on a mis le paquet sur l'aspect pédagogique de cette ressource-là. Et puis, on fera le pivot naturellement sur la feuille de route d'une adoption réussie, avec notamment un conseil bonus lié à la gamification, qui est un sujet sur lequel on s'intéresse beaucoup chez Make the Grade et qu'on intègre de plus en plus à nos projets. Donc voilà, on a une bonne feuille de route. On va être ensemble pendant 45 minutes de présentation. Pendant celle-ci, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous avons Ewen de l'équipe du marketing chez nous qui montera sur scène à la fin et qui viendra nous les poser directement. Donc, on pourra échanger sur vos spécificités terrain. Et on remercie bien évidemment notre partenaire Livestorm pour la mise à disposition de cette technologie qui est vraiment top et qui va nous permettre d'interagir avec vous pendant qu'on discute.
Ça vous va, Anaël et Julie? Let's go. Parfait. Oui, très bien. Eh bien, allons-y. On va s'intéresser à pourquoi aujourd'hui un CRM, ça ne suffit pas. Et notamment, on est parti de données chiffrées. Julie, est-ce que ça te dit d'introduire tout ça? Oui, justement, on part vraiment du contexte, et on se rend compte que le problème ne vient ni de votre outil, ni de vos équipes, mais c'est vraiment la façon de conduire le changement. Donc là, on part, comme disait Simon, d'un constat chiffré qui a été communiqué par le cabinet de conseil Deloitte, qui indique qu'environ 70% des projets, non seulement de CRM, mais de transformation en général en entreprise, échouent, et non pas à cause de la technologie, mais parce que les équipes peinent à l'adopter et à changer leurs habitudes durant cette transformation. Et on voit qu'en parallèle, le CRM, le marché du CRM est en plein essor, donc c'est vraiment quelque chose sur lequel, qui nous intrigue, et c'est pourquoi on voulait, voilà pourquoi on voulait en discuter avec vous aujourd'hui, en partant de ce constat. Donc les symptômes et les signes d'une adoption ratée, donc comme on vous l'indique ici, c'est une utilisation très partielle de l'outil de CRM et de ses capacités. Donc ça génère des données souvent incomplètes ou incohérentes. Les managers en général aussi manquent de visibilité, et souvent les commerciaux ne vont pas forcément adhérer dans leur quotidien. Et donc sans engagement des équipes, on se rend compte que l'outil reste un système de plus de registres et d'enregistrement de données qu'un système un levier d'action et de croissance. Donc là, le résultat est que le retour sur investissement du projet n'apparaît pas comme attendu. Et au bout de 6 à 8 mois, on ne va pas forcément voir de retour sur investissement sur ces projets de transformation qui échouent, disons. Donc, ce que ça génère, on va dire, c'est qu'un CRM ne doit pas être vu comme un projet IT isolé, puisqu'on doit voir ça comme un projet de transformation à part entière qui touche également les processus, les équipes, la culture d'entreprise, les habitudes des collaborateurs. Donc, c'est vraiment important de prendre ça en considération dès le début. Comme on disait, pas seulement comme un outil, mais vraiment comme un projet à part entière qui implique l'humain plus que tout. Ouais, super introduction, c'est complet. Le tableau est bien dressé. L'erreur qui est faite, c'est souvent de faire des projets d'intégration et de migration CRM comme des projets uniquement avec une dominante outil. Et tu as donné des mots-clés, tu as donné le mot-clé de la transformation, le mot-clé de l'humain, le mot-clé de la culture. Et en fait, c'est vraiment aussi important que le paramétrage opérationnel induit qui va avec. Et c'est sur ça qu'on va se concentrer sur ce temps d'échange avec vous. Et le sujet, il est extrêmement humain. Et on a tenu à vous faire, pour compléter cette introduction, une petite explication de la psychologie et des biais cognitifs que rencontre l'humain, les femmes et les hommes. Donc, dans tout projet de transformation, on va devoir opérer un changement à l'échelle individuelle en même temps qu'à l'échelle collective. Et ça, en fait, le premier réflexe de nos cerveaux reptiliens, c'est de ressentir de la peur et de générer de la résistance. Alors, je vous ai listé ici une liste non exhaustive de biais cognitifs que vous pouvez rencontrer. Vous allez voir certains, vous avez sans doute dû les vivre, et rien de plus normal. On peut parler de la notion de peur de l'inconnu. Quand on va introduire un nouveau CRM, on va bousculer nos routines, en fait. Tout va changer. Donc, le premier réflexe du cerveau humain ici, c'est de se dire, moi, je préfère ce qui est familier par rapport à moi et dans mon quotidien. Et donc, du coup, je vais préférer ce qui est sous-optimal. Donc, je vais avoir une première résistance par rapport à ça. Mais on pourrait aussi parler du biais du statu quo. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Si, par exemple, vous n'avez pas nommé en amont d'un projet un ou des ambassadeurs CRM, c'est-à-dire des leaders qui vont s'occuper du projet, qui vont être identifiés en tant que tels, c'est eux qui vont avoir à trancher les décisions qui posent débat, voire avancer. C'est eux qui vont devoir nommer certaines personnes pour des phases de recettage et de tests, etc. Quand ça, c'est pas bien fait, le collectif prend le dessus, mais de la mauvaise des manières. C'est-à-dire qu'on va préférer maintenir une situation actuelle qui est moyenne, quitte à freiner l'adoption par manque de leadership.
On peut avoir aussi, et ça c'est extrêmement humain et quotidien, la notion de la perte perçue, c'est-à-dire que dans une perspective de je vais potentiellement, j'imagine, perdre en liberté, en autonomie, on va avoir un CRM, ça va être plus contrôlé, etc. Bah, comme on ressent le fait qu'on va perdre quelque chose qu'on a aujourd'hui d'acquis, et ben, on va y aller à reculons. Donc, une manière d'adresser un projet d'implémentation CRM pour adopter les bons usages, les bons outils, les bons process, on va pouvoir transformer ces peurs qui sont naturelles là en véritable force. J'en ai mis d'autres. Le biais de confirmation et d'ancrage, ça c'est quand par exemple vous pouvez avoir une personne qui va être plus détractrice, donc par rapport à une perte perçue par exemple, et qui va aller se conforter sur ce qu'elle imagine être une vérité pour elle et qui va aller chercher des informations, des compagnons de route pour enliser le projet. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des petits noyaux toxiques qui peuvent se former et qui seront aussi à suivre, à anticiper, et tout cela se gère. Donc tout ça pour vous dire, je ne vais pas faire toute la liste, mais que c'est hyper important de comprendre les mécaniques psychologiques, de comprendre les réflexes humains naturels pour pouvoir les maîtriser, les identifier en temps réel, les soigner, les accompagner. Et dans un projet CRM, c'est ce qui va faire toute la différence. Annelle, Julie, sur ce que je dis là, d'un point de vue terrain, vous le rencontrez des fois avec les personnes que vous accompagnez? Ouais, je suis complètement alignée. On faut vraiment parler d'humain, un peu aussi de, bienveillance, d'empathie, parce que c'est vraiment là que ça se joue, en réalité dans la transformation, dans le changement d'habitude. C'est vraiment de ça qu'on parle, c'est beaucoup d'humain, même s'il y a des choses qu'on peut faire dans les paramétrages, dans la façon de mener le projet pour, on va en parler un petit peu après, de faire en sorte justement d'intégrer cette notion et d'anticiper tout ça. Mais ouais, je te rejoins complètement sur le fait que c'est vraiment de l'humain à gérer, derrière. En tout Oui, cas, puis on si on ne prend pas ce scope-là, on se crée des gros angles morts. Oui, on se rend compte qu'il y a aussi souvent plusieurs types de profils dans tout projet. C'est souvent les mêmes profils qu'on va retrouver et des profils qui sont un peu plus réticents. On va l'entendre dès le début du projet et c'est vrai que c'est intéressant pour nous de les identifier aussi pour qu'ensuite, on va le voir un petit peu plus loin, on en fasse des champions ou des ambassadeurs idéalement. Donc, identifier des profils plus réticents, ça peut nous permettre d'adopter plus facilement aussi le CRM pour le reste des collaborateurs. En sachant qu'il y en a encore une fois assez systématiquement, c'est normal et il faut s'adapter avec. Donc tout ça pour dire, on vous a sorti une punchline, on ne sort pas les collaborateurs de leur zone de confort par la force, mais par la confiance. Donc on quitte le côté, il y a un nouvel outil, on a investi dedans, il n'y a qu'à Faucon, il faut l'utiliser, c'est comme ça, soit de la direction. Ça ne marche pas, spoiler alerte. Par contre, il va falloir travailler le pourquoi, etc. Et on va vous expliquer comment faire. Et puis, pour celles et ceux qui s'intéressent à la culture générale managériale, ça me fait beaucoup penser à la pyramide de Lancioni. Je sais qu'Anaël et Julie, on en parle dans nos formations internes, donc vous l'avez. C'est une pyramide un peu comme la pyramide de Maslow qui permet de cartographier les signaux de la performance d'une équipe. Et le premier étage, c'est tout simplement la notion de confiance. Donc, sans confiance, on ne fait jamais rien. Sans confiance, on n'a pas les bases solides d'un projet de transformation, quel qu'il soit. Dans notre exemple, c'est le CRM. La confiance, ça va nous permettre de pouvoir poser des débats de manière sereine, de pouvoir s'engager collectivement dans le bon sens, de pouvoir aller vers le niveau d'atteinte des objectifs qui auront été établis. Donc, c'est le maître mot à conserver pour la suite. Donc ça, c'était la partie introduction. On voit que les transformations amènent beaucoup de réticences de manière naturelle. Et on a listé 5 piliers que vous allez pouvoir utiliser, comprendre, exploiter pour faciliter l'adoption de vos projets CRM chez vous dans vos entreprises. Ça marche avec HubSpot, ça marche avec toute techno aussi. La première, ça va être de donner du sens avant de donner des outils. C'est un peu ce qu'on disait. Les projets d'implémentation CRM, ce n'est pas que de l'opérationnel, c'est beaucoup de propositions de valeur avant toute chose.
Et Anaël, tu vas pouvoir nous en parler sur ta manière de travailler ce pilier-là. Exactement. Du coup, là, ce qu'on a voulu un petit peu dire, c'est que la base, de la gestion du changement, ça va être vraiment de donner les clés de compréhension pour les équipes avant d'entrer trop dans le concret de l'outil, de la dimension technique, de ce que ça va pouvoir faire. L'objectif, c'est de présenter dès le départ, aux équipes qui vont être concernées, pourquoi on change, comme disait Simon, le why, ce que ce changement va concrètement leur apporter au quotidien. Donc là, on peut quand même s'appuyer sur des briques techniques, notamment, le reporting, la partie automatisation, qui sont, généralement assez clés pour ça, parce que généralement sur HubSpot, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément de cette manière auparavant. Donc c'est forcément un gain, qui est assez palpable, pour les utilisateurs. Un petit peu comme en marketing, pour moi, c'est un peu comme, le CRM ou un changement, comme ça. Ça va être un peu un produit qu'on va chercher à marketer. L'objectif, c'est pas forcément de présenter toutes les fonctionnalités techniques, mais de démontrer, les bénéfices concrets qu'on apporte à l'utilisateur. Qu'est-ce que moi, commercial, j'ai à gagner demain à utiliser l'outil et surtout bien l'utiliser? Donc, comme je disais, c'est un peu une logique produit qu'on va mettre en place. Comme en marketing, en fait, on va faire connaître le produit, on va le faire, aimer le produit et l'objectif à la fin, c'est de faire utiliser le produit. Donc il y a aussi un autre, biais, qu'il faut bien prendre en compte, c'est, l'incarnation du projet, notamment par, les dirigeants. Généralement, c'est quand même un dénominateur commun des projets qui vont réussir, parce que ça montre aussi aux opérationnels que ce projet, il compte, qu'il est important pour toute l'entreprise et pas, juste un petit outil pour les commerciaux qu'on va mettre en place. Donc voilà, ce que je dirais moi, c'est qu'il faut vraiment avoir en tête le fameux why du projet, pour pouvoir en fait directement ensuite l'infuser aux équipes internes de manière efficace. S'il faut, peut-être, créer une sorte de tagline marketing, par exemple, HubSpot, c'est le compagnon qui va vous faire gagner, 2 heures par semaine. Voilà, c'est pas on peut pas présenter ça comme un outil, comme quelque chose de très technique, mais vraiment comme quelque chose qui va permettre de gagner du temps, d'être plus efficace, de multiplier le ROI et cetera et cetera. Ouais, Ouais, tu as tout dit ici, hein, Naël, hein. Effectivement, le leadership, la direction doivent être partie prenante et s'intéresser au projet, montrer qu'elle est impliquée. Tu as donné l'exemple, moi je l'appelle le mantra, c'est-à-dire en une phrase, il faut que la direction puisse expliquer la valeur ajoutée de ce projet-là, juste pour montrer qu'elle est dans le match, juste pour montrer qu'elle est dans le concret et qu'on on est en maîtrise et qu'on est en collectif par rapport à ce changement. Donc ça, c'est hyper important. On pourrait aussi citer le fait qu'il faut effectivement personnaliser la vision par rapport aux typologies d'équipes. Parce que dans des projets d'implémentation CRM complexes, on va dire, ou plutôt transversales dans l'entreprise, on va délivrer plusieurs typologies d'équipes. Il y a les équipes marketing, les équipes de vente, les équipes support client, mais il y a aussi différents niveaux hiérarchiques, le management intermédiaire, la direction, et tout le monde ne va pas avoir les mêmes accès, les mêmes rôles, les mêmes métiers tout simplement. Et il faut savoir expliquer le pourquoi autant de manière globale et généraliste que de manière plus personnalisée, plus fragmentée par rapport au métier. Donc on va vous expliquer comment on s'y prend. Le deuxième pilier, ça va être une fois que la direction elle est impliquée, une fois que le projet il va démarrer, il faut créer un sentiment d'appartenance et de contribution avec les premières, je dis bien les premières parties prenantes de ce projet. Et ici, Julie, c'est quelque chose que tu fais beaucoup dans ton quotidien. Donc, c'est quoi tes pro tips, tes astuces ici? Ouais, donc comme disait Simon, disons que mon rôle, principalement va être moins dans la partie, technique et outils, mais vraiment dans la partie, relation client. Relation client, ça parle de plusieurs types d'interlocuteurs. C'est également, donc les «chefs de projet» entre guillemets, mais aussi, tous les utilisateurs qui à un moment donné vont «toucher à l'outil» entre guillemets. Donc c'est comme disait Annelle, c'est vraiment important que les équipes, enfin les équipes s'engagent davantage quand elles comprennent vraiment la valeur du CRM. Donc, comme on disait, le fait de réduire des tâches répétitives ou d'améliorer la qualité des données, c'est vraiment des choses qui sont importantes à expliquer dès le début aux équipes pour qu'elles comprennent aussi ce qu'elles vont gagner dans cette transition. Donc, c'est important d'impliquer les équipes très tôt avec ce type de discours et justement de créer des champions ou des ambassadeurs, comme je disais. Donc, les ambassadeurs, l'objectif, c'est qu'ils puissent nous aider, nous, on va dire en tant que, intégrateurs externes, c'est qu'ils puissent nous aider en interne à traduire vraiment les besoins du terrain, à tester les fonctionnalités, avant qu'on les mette en place,
concrètement auprès de toutes les équipes. Elles permettent aussi de faire le pont en termes de jargon aussi, en termes de connaissances métiers, de faire le pont entre nous et les utilisateurs, les futurs utilisateurs de l'outil. Donc, ils jouent vraiment un rôle de coach en interne et pour nous, c'est vraiment l'allié qui va nous permettre de faciliter l'adoption de l'outil. Donc, c'est vraiment très clé pour nous d'identifier ces personnes. Donc, ça va souvent être les chefs de projet, mais c'est important que ces chefs de projet aussi impliquent des personnes spécifiques pour des phases justement de recettage et de tests de fonctionnalités pour qu'on ne démarre pas en faisant une formation à 100 utilisateurs sur un outil complet avant d'avoir testé les différentes fonctionnalités en amont aux utilisateurs clés, donc marketing pour les fonctionnalités marketing, commercial pour les fonctionnalités commerciales, pour vraiment se rendre compte petit à petit, avoir des retours un peu comme avoir un MVP, donc Minimum Viable Product, et co-construire ensemble cet outil. Donc, c'est vraiment un effet d'entraînement en interne et les adopteurs précoces, on va dire, entraînent les autres. Donc, j'ai aussi un cas concret qui me fait sourire, c'est qu'un de nos principaux clients pour lequel on a créé cette transformation à travers HubSpot, j'ai commencé à vraiment me rendre compte que l'adoption avait fonctionné quand il a commencé à utiliser un nom spécifique, Hubby pour dire HubSpot. Je me suis dit: «Là, c'est bon, c'est qu'on parle vraiment d'adoption». C'est comme on disait, c'est vraiment de le prendre comme un compagnon de route et quand on l'appelle Hubby, c'est que ça commence à être un allié. Donc c'est des petits signes comme ça qui nous permettent de checker aussi, nous, de notre côté, que le travail commence à prendre effet. Moi, merci Julie. J'ai deux petites questions. Comment vous faites, Anaëlle et Julie, au niveau du bon ratio? C'est-à-dire qu'un projet, on va le démarrer. Il y a une équipe de 20 personnes, en tout, 20 commerciaux. C'est quoi le bon ratio pour avoir un ou des ambassadeurs CRM pour pouvoir contaminer positivement, relayer les bonnes pratiques au fur et à mesure? Alors moi, je fonctionne beaucoup sur le duo, on va dire responsable commercial et quelqu'un de très opérationnel. Pour 20 personnes, je trouve que ça suffit. Le responsable commercial va avoir la vue un petit peu plus managériale de ses besoins à lui, sur le CRM et un opérationnel au minimum, un ou 2. Ça va me permettre vraiment d'avoir le point de vue du futur utilisateur vraiment au quotidien. Je trouve que ce duo-là, marche très bien et moi j'aime bien vraiment les impliquer le plus rapidement possible quand c'est possible. OK. Et Ouais, c'est tu sur dis la ça. base du volontariat côté équipe client, où il y a des critères spécifiques qui font qu'on va nommer une personne plus qu'une autre? En général, ça va être quelqu'un qui a un petit peu quand même d'expérience, dans l'entreprise, qui connaît bien les process, les façons de fonctionner et le quotidien un petit peu de ses collègues aussi. Quelqu'un qui va être aussi un petit peu à l'aise avec les sujets techniques malgré tout. Donc ça, c'est important. C'est vraiment les 2 critères un petit peu principaux, pour moi de mon côté. Donc quelqu'un qui maîtrise le terrain, qui, pour reprendre les mots de Julie, plutôt maîtrise les acronymes, le jargon métier, qui va pouvoir faire la traduction de l'opérationnel, et quelqu'un qui a quand même à la fois une maturité digitale pour apprendre vite et relayer, vulgariser aux autres rapidement Ouais, aussi, exactement. mais aussi qui est capable d'empathie, d'écoute active, de posture feedback. Ouais, Très bien sûr. clair. Ouais, tu parlais de 2 pour 20 et j'allais répondre quelque chose de similaire, j'allais dire 10 environ. Parce que pour les plus grands comptes, quand les structures sont aussi un peu plus complexes, c'est important d'avoir davantage aussi d'utilisateurs. Donc, je pense que 10 ça peut être assez intéressant pour s'assurer d'avoir les retours aussi nécessaires. Donc, quand il s'agit de comptes d'une centaine d'utilisateurs, c'est bien d'avoir, surtout quand il s'agit de départements différents, c'est bien d'avoir vraiment plusieurs points de vue. Mais je te rejoins là-dessus. Très clair. Au niveau du troisième pilier, donc travailler sur les biais et les émotions. Donc là, je remonte sur le sujet parce que ça faisait partie de l'introduction. Comme on vous l'a dit, vous allez rencontrer, quoi qu'il arrive, des peurs et des résistances. Donc, la pire erreur que vous pouvez faire, c'est d'être en résistance vous-même face à ces situations-là, parce que là, c'est ce qui va casser la notion de confiance à effet immédiat, et c'est là où vous désengagez l'humain. Donc, il y a des petits paradoxes à avoir et à prendre en compte.
mais le premier d'entre eux, c'est celui de reconnaître l'aspect de la peur plutôt que le nier. Donc, il faut être, et on le disait juste là, hein, dans le choix et la sélection des ambassadeurs, la bonne posture, il faut être dans l'empathie, il faut aller faire participer les utilisateurs sur, OK, c'est quoi vos frictions actuelles, et expliquer comment la solution qui va être mise en place va les aider à lever cette friction et à surmonter ce côté qui peut les ralentir dans le quotidien, qui peut les freiner dans l'atteinte d'objectifs, et impliquer que tout ça, c'est fait finalement pour les aider. Il faut aussi valoriser les compétences existantes. Il y a énormément de méthodes, de réflexes, de process dans nos entreprises qui sont existantes avant qu'un nouveau CRM soit implémenté et qui fonctionnent. Donc, il faut dire que quand ça marche, on ne va pas être là pour réinventer la roue. Ce n'est pas l'outil à qui vous devez vous adapter à 100%. C'est aussi l'inverse. L'outil va s'adapter à ce qui fonctionne et ce qui est déjà performant. Donc là-dessus, le fait de le dire, le fait d'identifier les sujets et le fait de le délivrer dans la plateforme après, ça fait ce qu'on appelle des victoires faciles. Et il ne faut vraiment pas hésiter à soigner de manière proactive l'aspect de perception face à la perte, quoi. L'idée, c'est pas dire qu'on va rajouter un outil, et puis du coup, ça va vous faire perdre du temps, il faut compléter des données, etc. Non, non. On va plutôt vous indiquer que aujourd'hui, notamment avec l'IA dans le CRM, on va pouvoir faire de l'enrichissement automatisé, parce que chaque propriété qu'on vous demandait de remplir dans un Excel ou dans un autre CRM à la main avant, on va pouvoir, avec des propriétés intelligentes, faire des recherches sur le web et ça va s'alimenter tout seul. Et donc, ça, c'est des choses qu'on n'avait pas avant. Donc, ça va être plus puissant et ça va être un gain de temps pour vous. Et tout de suite, quand on dit ça, on voit des petites paillettes qui s'ouvrent dans les yeux des early adopters et qui se disent « Ah ouais, c'est vrai que ça relève un peu de la magie, ce que vous me dites là, j'attends de voir. » Et quand on le montre, c'est « Ah ouais, c'est génial. » Et dire qu'avant, on n'avait pas ça, mais on était vraiment à l'âge de pierre. Donc ça, c'est vraiment ce que vous allez identifier. Comment le faire pour activer ça ? Dans tous nos projets d'implémentation CRM, il y a une phase préparatoire. C'est la fameuse phase où on va faire un audit et un cahier des charges CRM. L'audit, ça va être pour ajuster tout ce qui va être process en interne, le crafter le bon cycle de vie client pour vous aider votre entreprise à faire une bonne acquisition marketing, une bonne activation commerciale et une bonne reconduction, avec les automatisations qui vont bien, les bonnes propriétés, la bonne data architecture. Et le côté cahier des charges, ça va être au fur et à mesure de lister les bonnes pratiques en interne pour garantir une facilité d'usage au quotidien et une bonne exploitabilité, exhaustivité des données. Et pour le faire, il ne faut pas, là aussi, réinventer la roue. Il faut aller au contact du terrain. Il faut aller faire des interviews. Donc, on mène des interviews métiers. Elles sont toutes enregistrées, elles sont toutes retranscrites par IA pour gagner aussi en flexibilité, en exhaustivité. Et on va aller rencontrer plusieurs membres d'une seule et même fonction chez vous. Donc des commerciaux, des marketeurs au support client. On va aller interviewer différents niveaux hiérarchiques, comme je le disais tout à l'heure. Et en fait, c'est génial. C'est génial comme phase parce que on voit qu'il y a des similitudes, on voit que les gens souvent pensent pareil, ont les mêmes frictions qui remontent, etc. Et on peut directement agir sur la feuille de match qu'ils auront eux-mêmes participé à co-développer et co-construire. Il n'y a rien de plus gratifiant pour quelqu'un déjà, j'ai pu m'exprimer lors de ce témoignage-là. Make the Grade, ils m'ont laissé la parole. Je vois que j'avais remonté tel sujet A, tel sujet B, tel sujet C. Et quand on arrive dans la solution, je suis dans les premiers instants où je dois utiliser l'outil, je vois que ce que j'ai évoqué, on en a tenu compte. Et quand vous faites ça, tout logiquement, le narratif, il est bon, quoi. Donc, les gens utilisent les bonnes méthodes et les bons outils. Vous voulez me compléter là-dessus, Anaëlle, Julie, sur la partie témoignage ? Non, c'est vraiment, en effet, moi, je trouve ce que je retiens, c'est vraiment la co-construction. Le fait d'impliquer les opérationnels le plus rapidement possible, c'est vraiment pour moi, s'il y a peut-être quelque chose à retenir, une seule chose à retenir, c'est presque celle-ci. C'est d'impliquer les personnes, les utilisateurs dès le départ et toujours garder en tête que ce qu'on fait, les paramétrages, la structuration, c'est pour eux, c'est pour que ce soit utilisé. Et là, je donnais l'exemple des témoignages où c'est presque de l'avant-projet qui permet de basculer sur le bon paramétrage et personnalisation de la plateforme HubSpot.
mais on pourrait parler de l'après. Il y a des formations, il y a des coachings individuels. Bien évidemment qu'on sait identifier les membres d'une équipe ou de plusieurs équipes qui vont être plus en retrait sur l'adoption parce que ça leur demande peut-être un effort plus important en termes de maturité digitale. Peut-être qu'ils ont aussi des spécificités métiers ou moins de bandes passantes et donc du coup il faut compléter. On est capable de l'identifier, de créer des sous-groupes ou de faire du coaching individuel et ça c'est aussi gratifiant et ça aussi ça fonctionne, quoi. Le prochain pilier, c'est celui de justement rendre le changement progressif et mesurable. Donc, je parlais, la transition est toute trouvée, de coaching individuel ou à l'échelle d'équipe un peu plus en retrait sur l'adoption. Comment on fait en sorte que chaque personne individuellement puisse mesurer ses progrès dans un enjeu pédagogique et dans un enjeu motivationnel de ce qu'on cherche à faire. Si j'ai conscience que j'utilise bien l'outil, en fait, ça va me motiver à continuer dans cette voie-là. Et puis en plus, je vais en profiter pour emporter mes collègues dans ces bons usages, dans mon sillage. Ouais, ce qui va le mieux fonctionner généralement, c'est lorsqu'on va vraiment opter pour un changement assez doux, assez progressif, entre guillemets, le moins brutal possible. Notamment quand on a des équipes qui peuvent être peut-être un petit peu moins matures sur le digital, il faut trouver le bon équilibre entre, oui, utiliser toutes les fonctionnalités de l'outil, mais ne pas livrer l'outil avec un fonctionnement qui est trop complexe pour ces équipes-là. Oui, on veut faire adopter un nouvel usage, des nouvelles habitudes, mais tout changer d'un coup, pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen de créer de la frustration et de la réticence chez certains collaborateurs. Donc l'objectif, c'est vraiment d'y aller petit à petit, de construire progressivement, en fait, le chemin qui va mener vers l'objectif final, la version finale un petit peu, du CRM avec toutes les fonctionnalités et toutes les automatisations, tout ce qui va bien. Donc pour moi, pour reprendre un peu cette métaphore, on va semer un peu le chemin de victoires tangibles. Donc si je schématise un petit peu volontairement, peut-être qu'au départ, on va leur montrer que, OK, maintenant, vous pouvez suivre automatiquement les emails de vos collègues dans le CRM, c'est centralisé, c'est cool. Ensuite, OK, maintenant, vous pouvez vous servir des modèles d'emails sur HubSpot pour gagner du temps et pas faire des copier-coller. OK, ça c'est acquis, super, on passe à l'étape d'après. OK, maintenant, vous pouvez automatiser l'envoi d'emails commerciaux grâce à des séquences, à des modèles qui sont pré-paramétrés. Donc l'idée, c'est pas forcément, faut pas se tromper. L'idée, c'est pas d'infantiliser, mais pas faire trop non plus preuve de trop de complaisance. Mais c'est vraiment d'être dans une posture d'empathie, de pédagogie, comme disait Simon, pour accompagner les utilisateurs petit à petit. Donc on va en reparler, mais le suivi de l'adoption, ça se fait aussi potentiellement par des chiffres, notamment avec les tableaux de bord qu'on peut construire sur HubSpot pour suivre de manière assez spécifique certains KPIs un petit peu d'adoption. Donc pour ça, voilà, c'est vraiment hyper important de mesurer en fait cette adoption quantitativement, mais aussi qualitativement. Parce que comme c'est bien dit, ce qui se mesure s'améliore, ce qui s'améliore s'adopte. Donc voilà, essayer de commencer assez rapidement à réfléchir à ces KPIs d'adoption, ce qu'on va vouloir suivre. Est-ce que c'est le taux d'utilisation? Est-ce que c'est le nombre de connexions? Est-ce que ce sont ce genre de choses qu'on va vouloir mesurer pour ensuite pouvoir, in fine, le traquer? C'est quelque chose qu'on a fait avec une entreprise dans le secteur de l'industrie avec une vingtaine de commerciaux qui n'étaient pas forcément très à l'aise, très rigoureux. On a créé ce qu'il fallait, on a paramétré ce qu'il fallait dans HubSpot pour pouvoir suivre de manière quantitative l'activité un petit peu de ces commerciaux et pouvoir ajuster le tir, peut-être faire des formations complémentaires, des séances de coaching complémentaires là où c'était nécessaire. Ouais, c'est très clair. J'aurais un conseil bonus avec la notion de gamification pour compléter ce que tu viens de dire, avec comment, pareil, on entraîne le collectif dans les bonnes pratiques. Et ça nous permettra de compléter ce côté tableau de bord, finalement. Donc, merci. Et le dernier pilier qui est à travailler, finalement, on en a un petit peu parlé, on parle presque de management depuis le début de l'intervention. Il y a un sujet très important qui relève de l'aspect culturel. Et ça, c'est vraiment un game changer. Il faut instaurer la culture du feedback continu. Et ici, Julie, c'est quelque chose que tu fais tous les jours. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Oui, pour reprendre un peu ce que disait Anaëlle sur l'adoption par phase. Donc on parlait évidemment dans une phase
d'intégration CRM, on va avoir un interlocuteur principal ou des interlocuteurs principaux, chefs de projet, qui sont les personnes clés pour mener à bien ce projet. Mais on va ensuite avoir ce pool de champions ou d'ambassadeurs qui vont nous aider avec cette phase de recettage, donc en amont, avant la mise en place réelle et la mise en production du CRM. Et là, on parle vraiment d'une phase aussi où on intègre tous les utilisateurs dans une phase vraiment de feedback. C'est-à-dire, donc nous, on va faire des formations spécifiques à tous les utilisateurs, mais une formation va durer 3 heures et on sait qu'en 3 heures, tout le monde ne va pas. On peut être des fois un peu impressionné parce que c'est un jargon spécifique à HubSpot. Qu'on le veuille ou non, ils ont un jargon qui peut être plus ou moins facilement adopté. Tout le monde ne fonctionne pas pardon, de la manière, avec la même manière et les mêmes piliers que HubSpot. Donc, le temps de comprendre un peu toute cette manière de travailler. La formation, elle, comme on disait, peut être un moment très court par rapport au niveau d'information à transmettre. Donc, c'est pour ça que nous, on met en place plusieurs outils et systèmes pour vraiment instaurer cette culture du feedback et cette culture qu'elle s'instaure en interne, sans forcément notre implication. Donc là, par exemple, nous, ce qu'on va faire concrètement, c'est en plus de partager une, pardon, excusez-moi, une charte de bonne conduite, donc qui permettent vraiment, on va dire que c'est comme mettre à disposition le cahier des charges, mais avec un jargon très spécifique à la culture de l'entreprise. Donc, c'est vraiment mettre les règles, les processus inhérents à l'entreprise pour les utilisateurs au sein du portail. Donc, cette charte, déjà, elle permet vraiment de se sentir plus à l'aise et de pouvoir utiliser facilement l'outil. Mais on va aussi mettre à profit un document de retour et de recueil de questions, de retours, de propositions d'ajustement, d'amélioration, de bugs aussi, s'il y a des bugs qui sont détectés. Donc, ça permet vraiment à tout le monde de pouvoir avoir accès à cet espace et qu'on soit en lien durant quelques semaines, les premières semaines d'adoption, avec toutes les personnes qui utilisent l'outil. Donc, c'est vraiment un espace qui favorise justement, je dirais, la co-construction ou surtout le co-ajustement sur ce qui était construit. Et ensuite, ce qu'on préconise beaucoup aussi, c'est que le client, donc en général, ils utilisent Slack, Teams, qu'il crée un canal dédié de support pour qu'en interne, ils puissent aussi s'entraider, puisqu'on part du principe qu'à un moment donné, il faut bien s'envoler aussi et voler de ses propres ailes. Donc, pour qu'en interne, ils puissent répondre potentiellement, ça va être les ambassadeurs ou les champions qui vont commencer par répondre aux premières questions. Et ensuite, au fur et à mesure, les utilisateurs qui vont adopter le plus l'outil vont pouvoir aider directement le reste des collaborateurs. Donc, l'idée, c'est qu'on soit de moins en moins indispensable. Donc, nous, les premières semaines, on aime vraiment accompagner et être main dans la main avec le client. Et petit à petit, ça devient de moins en moins nécessaire naturellement avec ces outils qui sont mis à disposition. Donc, de feedback continu. Ouais, c'est vrai que quand le collectif s'empare du sujet et que de plus en plus de monde vient poser ses questions et qu'il y a une sorte de curiosité collective qui se répand, ça, c'est les bons signaux d'une adoption qui prend bien. Et souvent, par expérience, ce que l'on constate, c'est que le plus difficile, c'est pas d'aller chercher les feedbacks. Les gens le donnent, le feedback. Le plus subtil, ça va être que les feedbacks soient constructifs. Et souvent, je donne un modèle pour donner un bon feedback et qui doit se répondre dans les entreprises que l'on accompagne, dans les équipes dans lesquelles vous êtes. Un bon feedback, c'est le constat de la situation. Qu'est-ce qui se passe, son impact, pourquoi c'est problématique pour nous et qu'est-ce que ça apporte. Mon ressenti en tant qu'individu, hyper important, on en revient à l'aspect humain, c'est moi, dans cette situation et dans cet impact, ça me fait ressentir telle chose. Et la solution, un bon feedback complet, c'est la personne qui vous fait le feedback, elle a le droit et elle-même, elle peut arriver avec déjà des pistes de résolution des situations. Et quand vous faites ça, à l'échelle de toute une équipe, à l'échelle de toute une entreprise et que ça devient un réflexe culturel, vous allez voir, tout projet de transformation, CRM ou autre, vous allez le surfer. Et donc, voilà, ça, je voulais compléter là-dessus, Julie, parce que je sais que c'est quelque chose qu'on reformule à longueur de journée et c'est aussi notre métier de le répéter, le reformuler. Oui, c'est important aussi que, évidemment, tout retour, tout feedback amène à une discussion, soit à une action concrète, soit on demande mais pourquoi tu souhaites cet ajustement et
parfois, ça permet de challenger aussi, de nous challenger ou nous de challenger l'ajustement, mais ça crée une conversation et ça permet justement de montrer qu'on fait ça en commun, quoi. Ça résume un petit peu ce qu'on a déjà dit, mais Et ouais, juste à les pour fait. espaces. compléter sur la partie technique aussi, le CRM, il ne faut pas oublier que c'est un outil vivant qui, oui, on livre une première version entre guillemets du CRM à la fin d'un projet, mais c'est un outil qui continue d'évoluer tout au long de son utilisation. Donc la culture du feedback, elle est aussi de toute façon hyper pertinente parce qu'on aura toujours des choses à faire évoluer, un nouveau pipeline à créer, une nouvelle automatisation, des nouveaux champs. Donc tout ça, en fait, ça va vraiment ensemble et on a besoin de ces feedbacks de toute façon côté technique pour que le CRM, il évolue et il continue d'être pertinent tout au long de son utilisation, grâce notamment au retour utilisateur parce que c'est à eux que ça revient aussi. Juste C'est pour clair, compléter sur la partie. ta métaphore de le CRM est avant tout un produit et un produit, ça évolue, elle est très pertinente. Alors, vous êtes resté jusqu'ici, félicitations à tout le monde, c'est l'heure du cadeau. Vous avez préparé une checklist des erreurs à éviter en cas de migration d'implémentation CRM. Donc la ressource, je vais vous la partager. Ce que vous pouvez retenir, c'est ces 5 points-là. C'est entre guillemets les grandes catégories, les grandes thématiques de pièges dans lesquelles vous pouvez tomber. Donc on a le penser outil avant processus, sous-estimer l'aspect humain de la conduite du changement, négliger la qualité des données, c'est de se dire bah voilà, j'ai des différentes sources de données à gauche et à droite, on va tous les importer dans HubSpot et puis on va vite fait nettoyer ça et puis ça va suffire. Non, c'est plus subtil que ça. Il faut parler aussi d'exhaustivité de la donnée, comment on fait pour l'enrichir en continu, etc. L'autre piège, c'est de vouloir tout migrer sans hiérarchiser les usages. Bon, c'est le côté, on ne prend pas en compte la dimension managériale, on ne prend pas en compte la notion d'équipe et d'alignement de ces équipes en interne. On ne tient pas en compte non plus l'écosystème d'outils tiers et gravitant autour du CRM qui vient accompagner nos équipes. Donc, ça peut être la téléphonie cloud, les technologies de retranscription par IA, la facturation, les paiements, les ERP, que sais-je. Et puis, oublier la formation et l'appropriation continue, c'est de se dire, OK, le CRM, c'est un projet, il a une date de début, une date de fin, et passer la date de fin, c'est le western, tout le monde se débrouille, et puis c'est les équipes et les managers qui prennent le relais en autonomie. Non, c'est plus subtil que ça. Donc ça, c'est les grandes catégories de pièges. Et on vous a créé cette ressource-là que Ewen va vous partager maintenant directement dans le chat. Donc, n'hésitez pas à y aller accéder dessus. On vous le partagera aussi dans l'email de suivi qui arrivera demain. Et vous allez retrouver les catégories. Donc ici, la première, pensée outils avant processus. Vous allez retrouver les différentes questions qu'il faut absolument vous poser avant de réaliser un projet de migration. Et pour chaque question, à chaque fois, on a expliqué pourquoi c'est crucial et c'est important de se la poser. Comment faire concrètement pour y répondre. Et vous avez notamment d'autres ressources complémentaires qu'on a été amené à créer par Make the Grade pour compléter l'ensemble. Et vous allez voir que c'est un document, une ressource assez fournie qui est basée vraiment sur notre expérience après des centaines d'implémentations du CRM HubSpot. Et voilà, vous en direz des nouvelles, mais c'est un process à avoir dans votre besace à portée de main pour vos équipes afin de bien gérer cela. Donc, on vous partage ça dans le chat et vous l'aurez également dans l'email de suivi demain. Donc là, on a parlé pas mal de leviers, des bonnes manières de voir l'adoption CRM dans un contexte de transformation de vos équipes. C'était important aussi pour nous de rappeler l'aspect projet. Parce que cette adoption, elle est humaine, elle est raccordée à un outil qu'on veut paramétrer, mais le lien de ces deux mondes, l'humain et l'outil, ça va être l'aspect projet, avec ses jalons, avec la bonne orchestration. Et voilà, on vous a mis en 7 étapes, de manière très big picture, les 7 jalons à mener, à vivre dans cet ordre-là pour que le projet d'implémentation du CRM HubSpot soit un succès. Anaëlle, est-ce que tu veux nous raconter rapidement ce narratif-là des 7 jalons ? Bien sûr. C'est vrai que ces 7 jalons-là, ça représente vraiment les étapes clés d'une intégration un peu classique, on va dire. Bien sûr, en fonction des cas, on peut être amené à les adapter en fonction des contraintes d'un client ou quoi que ce soit, mais c'est un peu, on va dire, la version standard.
Le respect de ces différentes étapes, c'est ce qui, côté technique, nous assure la réussite d'une migration, d'un déploiement de HubSpot chez nos clients. Mais ce qu'on voulait surtout un petit peu présenter, préciser, c'est vous rappeler en fait que quelque part, c'est à chacune de ces étapes, on doit penser à nos futurs utilisateurs. Pour prendre quelques exemples un petit peu concrets, au niveau de la stratégie de migration, de quelle profondeur de données nos utilisateurs ont-ils besoin pour travailler au quotidien? Est-ce qu'ils ont besoin de tout ce qui s'est passé depuis le tout début de ce qui s'est passé dans la boîte? Est-ce que de 1 an, 2 ans, ça suffit? C'est vraiment des questions qu'il faut se poser parce que ça a un impact pour eux et pour le déploiement. Au niveau du cadrage du projet, quels sont les collaborateurs sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour co-construire un bon outil? Au niveau des paramétrages, quelles sont les vues dont mes utilisateurs vont avoir besoin? C'est vraiment toujours avoir, un petit peu en fond de pensée, cette utilisation, par les utilisateurs. Petit aparté sur le côté paramétrage du CRM, rien que sur cette brique de paramétrage, il y a une bonne partie de la future adoption qui va se jouer, en fait, à ce moment-là. Il faut garder un petit peu à l'esprit que l'outil, il doit quand même rester simple d'utilisation, en tout cas le plus possible. Ou en tout cas, il faut trouver le niveau optimal de complexité, parce que c'est aussi la fluidité, la simplicité et l'absence de friction, qui vont encourager l'adoption du CRM. Donc, c'est vraiment moi ce que je dis souvent à mes clients et c'est ce que j'ai un petit peu dit aussi en introduction. Je suis là pour construire un CRM, mais je suis surtout là pour construire un CRM qui va être utilisé par vos collaborateurs. Moi, ça ne m'intéresse pas de vous livrer un CRM qui, dans 6 mois, sera abandonné, n'aura pas été utilisé. C'est dommage pour tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment essentiel de garder toujours en tête dans tous les jalons clés, comment j'intègre mes utilisateurs, qu'est-ce qui est important pour eux aussi. Ouais, très clair. Tu as tout dit ici aussi. Alors, on a déjà fait un webinaire vraiment dédié à l'aspect plus projet et migration. Donc, pareil, on vous a remis le lien dans les slides, vous pourrez y retourner. Comment migrer efficacement son CRM vers la plateforme HubSpot? Donc, c'était en compagnie d'Antoine Ravet, notre CTO, pour tout ce qui est sujet lié à la synchronisation de vos outils avec le CRM HubSpot. Et puis Clara Delabrosse, qui est du coup la manageuse de Anaël sur l'équipe CRM et revenus opération. Donc, allez regarder là-dessus. C'est un peu comme si on faisait la version pile de la pièce sur l'aspect adoption CRM aujourd'hui. Et la version phase de la pièce, c'est ce sujet-là. Avec tout ça, vous serez en totale maîtrise sur cette typologie de projet. Comme on vous l'a dit, conseil bonus pour conclure et terminer, c'est l'aspect misé sur la gamification. Donc, tout à l'heure, Anaël indiquait que, bien évidemment, qu'on va pouvoir accompagner les managers, la direction, les équipes dans le suivi et l'avancée de l'adoption grâce à des tableaux de bord. Donc ça, c'est le pendant, encore une fois, outil opérationnel du suivi. Ce qui est hyper intelligent et hyper astucieux, c'est de rajouter une couche de gamification, c'est de transformer l'adoption du CRM en un jeu d'équipe. Retenez ça, en un jeu d'équipe. Et ce n'est pas compliqué à faire, il faut juste le réfléchir en amont. Si vous le réfléchissez en plein dans le match, là, ça peut être compliqué. Mais vous pouvez très, très bien, avec HubSpot aujourd'hui, piloter les activations de vos hubs. On peut suivre, par exemple, j'ai mon équipe commerciale qui arrive sur le hub Sales. Donc, dedans, il va y avoir toutes les fonctionnalités de tunnel de vente, de séquences pour automatiser des prospections multicanales, d'agenda de prise de rendez-vous, etc. Et vous pouvez savoir quand un membre d'équipe active une de ces fonctionnalités-là. Donc, vous pouvez déjà corréler l'adoption des fonctionnalités clés, uniquement le top 5 des fonctionnalités nécessaires à leur quotidien, et puis leur donner des points, valoriser ces activations-là pour les usages. Vous pouvez mettre en face de ça des cadeaux. Donc là aussi, on vous a fait un autre webinaire, c'était celui du mois dernier, avec HubSpot et Panoply, pour utiliser les automatisations de la plateforme HubSpot via les workflows et en faire un suivi avec un système de points. Et vous pouvez déclencher des automatisations en fonction des paliers atteints pour envoyer des cadeaux, envoyer des messages internes, fêter des succès spécifiques dans le Slack ou dans le Teams d'une équipe. Et ça fonctionne très, très bien. Donc ça, c'est pour quand vous êtes en phase de premier projet, de première implémentation. Mais vous pouvez très bien calquer ce système-là avec un système de saison. Vous pouvez très bien vous dire, OK, dans l'équipe commerciale, ça a du sens, on va fonctionner au trimestre. Et voilà, on est dans la saison 2025 Q4. Voici les règles du jeu.
Par exemple, on va parler sur ce trimestre-là de qualité de la donnée. Donc, en fait, on va vous incentiver en plus de ça sur le taux de complétion des données critiques importantes de vos transactions. Exemple, OK, on va dire que le budget, il est hyper important. On va dire que telle peine à enseigner, c'est hyper important pour nous. Donc, en fait, si sur ce top 5 des données, on est à plus de 95% de complétion sur le trimestre à l'échelle de l'équipe, et bah, même chose, on se débloque une margarita party ou que sais-je. C'est des choses qui fonctionnent. Ça rajoute du fun, ça rajoute un peu plus de sens. C'est une direction, encore une fois, collective sur les bonnes pratiques. Et c'est des choses qui sont très, très efficaces. Donc voilà, sachez que HubSpot vous permet de piloter et de suivre ça très facilement. Et en termes de conclusion, voilà, on vous a juste relisté un tableau simple, assez exhaustif, avec une liste reprenant les différents leviers qu'on vient d'évoquer, à quels objectifs ils répondent et les effets qu'ils ont sur les zones de confort. Et voilà, vous avez bien compris que nous, le but de ce sujet, c'est de voir le verre à moitié plein avec les équipes et les individus qu'on embarque dans une implémentation CRM. Et ce qu'il faut retenir, c'est voilà, l'adoption d'un CRM, c'est avant tout une aventure humaine qui est soutenue par la technologie. Et ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas une aventure technologique qui est soutenue par l'humain. Ça fait toute la différence. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose sur cette conclusion, Anaëlle et Julie? Bon, je pense qu'on a été assez complet. Encore une fois, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est de l'humain. Il va peut-être falloir être patient avec certaines personnes plus qu'avec d'autres. Garder cette logique de co-construction, de produit. J'aime beaucoup cette métaphore de produit. Quand on parle de MVP, quand on parle de marketer le produit. Voilà, moi, c'est un peu sur ça que je pense qu'il faut conclure. Gardez ça en tête et ça vous donnera vraiment les billes pour faire de vos projets de transformation une réussite. Trop bien. Ouais, de mon côté, je pense que ce serait se répéter sinon, mais en tout cas, si vous reconnaissez ou qu'en interne, vous sentez qu'il puisse potentiellement avoir ce type de, soit par une expérience passée ou soit vous ressentez que c'est un projet qui vous limite parce que vous êtes un peu inquiet par le sujet de l'adoption, bah, sachez et vous en êtes rendu compte que c'est totalement normal et justement, l'objectif, c'est de travailler en ayant cette base. Nous, on part du principe que ça va arriver. C'est pour ça qu'on met en place ces différents types d'outils et que même nous, en tant qu'humains, on part déjà de ce principe-là. Si le log d'email et le fait de pouvoir voir les communications avec tous les clients, par exemple, sur le CRM, ça puisse un peu impressionner au début de cette ultra-transparence. Oui, c'est normal, mais rendez-vous compte de ce que ça va vous apporter de pouvoir partir en vacances et que n'importe qui puisse avoir toute la visibilité, par exemple. Là, je prends un cas très concret, mais des choses qui puissent un peu au début surprendre. Et aussi qu'on peut s'adapter à vos situations. C'est possible d'exclure des mails, par exemple. C'est possible de faire des listes d'exclusion. Enfin, il y a toujours des solutions en fonction des différents cas, quelle que soit la réticence. Et voilà, je pense que tout est dit. De toute façon, c'est plutôt si vous avez des questions. Ouais, tout à fait. Voilà, en gros, c'est un vrai savoir-faire, l'adoption CRM, et on essaye chez Make the Grade d'agir le maximum en préventif plutôt qu'en curatif. Donc, tout à fait, on va pouvoir répondre à vos questions et Wen va nous rejoindre sur scène. Je vois que le chat s'est pas mal animé. Hop là. On va regarder tout ça. Salut Ewen. Salut. Hello. Dis-nous tout sur les questions qui nous sont parvenues. Alors, je vais avoir 2 questions. Donc, la première, ça va être les ambassadeurs peuvent être frileux à l'idée d'avoir une charge de travail supplémentaire. Comment on peut les inciter à endosser ce rôle? Ouais, bah, c'est une bonne question, je trouve. Pour moi, ça va fonctionner avec un aménagement quand même de leur agenda. C'est très compliqué de dire tu vas être ambassadeur CRM, mais c'est en plus de tout ce que tu fais déjà. En général, c'est plutôt contre-productif. Donc, il faut quand même prendre, et ça se définit en avant-projet, il faut prendre en compte le temps à dédier. Par contre, il faut que ce soit cadré et carré, quoi. Donc, plutôt que de le dire sur le qui-vive, bah, tiens, tu as cette casquette-là, débrouille-toi, c'est plutôt de l'engager en amont. On va avoir ce projet-là qui arrive.
Moi, en tant que dirigeant, je suis en leadership là-dessus. Voici le mantra et voici la vision du projet. Je pense à toi en tant qu'ambassadeur CRM pour nous aider à basculer sur cette transformation parce que, et on estime avec l'expert Make the Grade, par exemple, que l'on sollicite, que ça va te prendre X temps sur X occurrences sur un trimestre, sur 6 mois ou autre. Et c'est à prendre en compte dans les agendas. Sinon, ça marche moins bien. Ouais, il y a le jeu de la synchrone aussi quand même, qui permet de limiter un petit peu l'impact. C'est-à-dire qu'on va pas forcément cette personne-là, elle sera pas forcément à tous les calls. Elle peut être aussi, simplement, on peut faire appel à elle que sur certains points, qui sont peut-être plus spécifiques et cetera. Plus comme je disais, le jeu de la synchrone, de pas tout voir en réunion, mais de laisser le temps aussi, à ces personnes-là, du coup, de voir certaines choses entre 2 réunions quand elles ont un petit peu de temps, justement. En asynchrone, donc du coup, effectivement, il y a les emails, il y a les Slack ou les Teams et il y a les vidéos. Faire du Loom, par exemple, c'est super. Des fois, mieux vaut une vidéo d'1 minute 30 qu'un email à rallonge. Et en plus, la vidéo, elle se partage aux équipes derrière. Donc, avoir sa petite constellation tutoriel au fil de l'eau du projet, c'est des choses qui fonctionnent très, très bien pour faire les transferts de compétences. Et je vais avoir du coup une deuxième question. Du coup, c'est pour savoir, est-ce qu'il y aura un webinaire qui est plus centré sur l'utilisation de l'outil et avec des aspects plus techniques? Oui, c'est un peu ce que j'ai montré. Il existe déjà, donc bonne nouvelle, vous pouvez directement quitter ce contenu pour aller sur le suivant. Donc, il s'agit du webinaire. Celui-ci, je le repartage. Comment migrer efficacement son CRM vers la plateforme HubSpot, qu'on vous le mettra aussi dans la description de la vidéo YouTube quand vous la regarderez. Et vous l'avez directement accessible sur notre site internet. Plus globalement, si vous allez dans nos ressources et dans nos webinaires, vous avez tous nos replays et il est en page 2, je crois. Hop, parce qu'on en fait quand même très régulièrement. Voilà, il est ici. Et là, ça prend vraiment pourquoi migrer vers HubSpot, les étapes pour bien anticiper la migration, les étapes pour migrer votre CRM vers HubSpot. Donc là, c'est la partie un peu plus opérationnelle qui est demandée. Post-migration, assurer la bonne conduite du changement. C'est une slide overview et le détail, c'est tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Et nos astuces pour une migration sans incro. Donc voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, face pile de la pièce, c'est l'adoption. CRM, face de la pièce, c'est vraiment l'aspect plus opérationnel, technologique, outil. Super, c'était nos 2 seules questions. Ok, ça marche. Eh ben, trop bien. Merci à toutes et tous. Merci Anaël, merci Julie, merci Ewen. Un sujet très important. Donc, on a bien ratissé le propos. Je vous remercie pour vos retours terrain. Je vous souhaite une bonne journée. Puis à très vite tout le monde. Merci, à Merci, bientôt. bonne journée.